Bonjour Jean-Claude. Salut Céline. Ce qui se passe, le conflit au Moyen-Orient dans le moment, particulièrement en Iran, c'est beaucoup plus large qu'un conflit régional, selon toi. Pourrais-tu nous expliquer ce qui se joue en ce moment? Bien, en fait, là, au Moyen-Orient, particulièrement en Iran, on est sur un point où il y a deux mondes qui se confrontent. C'est une ligne de fracture entre deux plaques tectoniques, c'est-à-dire la puissance anglo-saxonne qui est en marche vers une domination totale, le globalisme, puis de l'autre côté, une alliance de pays qui sont sur une position, disons, souverainiste. Alors donc, et puis pour comprendre ça, parce qu'au Moyen-Orient, il y a une vieille blague là, qui circule, c'est que si vous pensez avoir compris quelque chose au Moyen-Orient, c'est qu'on vous l'a mal expliqué. Alors donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a une façon de comprendre ce qui se passe. Et puis ça tient à la géographie. En fait, ce qui se confronte là, c'est la puissance maritime anglo-saxonne et la puissance terrestre. C'est ça qui se confronte en Iran. Et de cette confrontation-là peut arriver un point de bascule où l'Occident, qui est la grande référence sur la planète depuis au moins 5 siècles, ce pouvoir-là, ce centre de gravité de pouvoir-là, économique, etc., va basculer puis s'en aller vers l'Eurasie. Alors, c'est un temps fort dans l'histoire. Et puis, pour comprendre le cadre qui nous permet de faire la lecture de ça, c'est la géographie. La géographie qui est un déterminant de la politique, qui porte le phénomène politique. Et donc, pour comprendre, on va revenir vers la genèse de ces deux puissances-là, la puissance maritime, la puissance terrestre. Et puis, on va revenir finalement au code source de la civilisation occidentale. On va revenir à la Grèce antique pour voir que là, on a des clés pour comprendre, voir le repère, voir aussi le départ de ce grand mouvement-là vers la mondialisation. Qu'est-ce que la Grèce antique peut nous révéler? En ce qui concerne la relation terre-mer, la puissance maritime, la puissance terrestre, c'est que la Grèce antique, d'abord, c'est le code source de l'Occident, ça vient de là. Et puis, la Grèce, c'est la rencontre de 3 continents à cause de les puissances maritimes autour de la mer Méditerranée. Et donc, c'est la rencontre des 3 continents. La Grèce est la fille des mers. Okay? La Grèce est la fille des mers. L'autre chose qu'on apprend de la Grèce, c'est que de là, en Grèce, est venue cette affirmation-là que la terre est la mère du droit. Donc, on a les deux thèmes sont là. Et il y a un autre élément que la Grèce antique nous amène parce qu'on est dans une confrontation concernant le Moyen-Orient et où il y a une puissance américaine qui est plus ou moins en déclin, puis il y a une puissance d'Eurasie qui est en montée de puissance. Donc, l'historien de l'Antiquité, Thucydide, lui, il avait établi que dans un contexte comme celui-là, ça mène à la guerre. Alors donc, c'est un élément, on va y revenir à la fin avec Thucydide, mais la Grèce antique, c'est ça. Et puis, c'est aussi à peu près à cette période-là où s'ouvre peut-être la première voie vers la mondialisation, qui est la route de la soie. La route de la soie, tu dis que c'est la première voie commerciale vers la mondialisation. Explique-nous qu'est-ce que... Bien, c'est parce que ça rejoint, c'était l'Asie, l'Occident faisait le pont avec l'Asie, un pont terrestre.
Et puis, éventuellement, ça va évoluer. Et puis, on regarde, sur la route de la soie, il y avait la soie, naturellement, qui valait très, très cher. 1 kilo de soie équivalait à une certaine époque à 1 kilo d'or. OK? Il y avait les épices. Mais il y a eu, au Moyen Âge, avec Marco Polo, là, on a vu apparaître le papier, la poudre à canon, puis les pâtes alimentaires. Le spaghetti italien, il vient de la route de la soie. OK? Alors donc, et puis, ce qui est arrivé, c'est que vers 1453, il y a la chute de Constantinople, les Ottomans s'installent, et donc cette route terrestre-là, elle va être plus ou moins bloquée. Et ça correspond aussi à une période où l'évolution de la construction des bateaux et puis des instruments de navigation, etc., fait en sorte que on va sortir de la Méditerranée, de la mer intérieure, pour s'ouvrir, c'est une révolution spatiale, sur l'Atlantique. Et en même temps, il y a en Chine, eux aussi, ils sont sur la mer, et puis ils sont beaucoup plus avancés en termes de construction de navires. Ils ont des navires de 300 pieds, de 100 mètres. Et puis, ils ont des flottes, et puis c'est l'amiral Zheng Yi. Et puis, il y aurait eu une confrontation à ce moment-là, maritime, sauf que l'empereur chinois, pour une raison que moi, j'ignore complètement, là, a fait brûler des flottes. Il a réduit la construction des bateaux, et puis si on dépassait telle dimension, bateau côtier, c'était à peine de mort. Donc, on comprend, là, ils ne sont plus dans le portrait, la Chine se referme, là. Et puis, de l'autre côté, on revient sur l'Atlantique, et là, c'est la révolution spatiale, c'est l'œuf de Colomb. Parce que là, on se dit, si la Terre est ronde, c'est qu'on peut refaire la route de la soie maritime en passant par l'ouest. Okay? Et c'est ce qui fait que tous les pays européens vont prendre leur élan vers les Amériques. Et c'est ce qui explique que les Autochtones, c'était les Indiens, parce qu'ils se pensaient rendus aux Indes, ils avaient hâte d'arriver. Et puis c'est ce qui explique aussi qu'on a un canal de Chine, si près de Montréal, c'est pensé. OK? Alors donc, ce mouvement-là va faire en sorte qu'il y a un commerce qui est porté par la mer, et puis selon ce que le centre de la puissance maritime qui passe de différents villes, cités, États, du Portugal à l'Espagne, à la France, et ce qui nous intéresse, c'est la Hollande et l'Angleterre. Et puis, à chaque fois qu'ils changent de port, de référence, la monnaie, la monnaie de l'unité de compte qui est utilisée, on pourrait dire la monnaie de réserve, elle passe d'un pays à l'autre jusqu'à l'Angleterre et plus loin, on va le voir, vers les États-Unis, le dollar US. Ça va être important de retenir ça parce que dans le conflit au Moyen-Orient, on va revenir sur ce thème-là. Donc, on passe de la Méditerranée, mer intérieure, à l'Atlantique, mer ouverte. C'est une révolution spatiale. Il y a eu un déplacement de centre de gravité des puissances maritimes et du commerce. Ouais. Alors, explique-nous qu'est-ce que ça a suscité, qu'est-ce que ça a fait dans le monde, ça? Bon, et là, c'est la référence pour le passage de la dynamique du capitalisme, finalement, qui passe d'une ville à l'autre comme ça, qui sont des puissances maritimes qui se succèdent. C'est Fernand Braudel, l'historien du temps long. Et puis, c'est lui qui nous explique ça, c'est très simple. Et puis, ça nous amène à la Hollande, là où il va y avoir un centre financier, parce que le commerce va faire qu'il y a une bourgeoisie qui apparaît, ça se met à spéculer, etc. Et puis donc, il y a une anecdote que je pourrais dire rapidement concernant la Hollande, centre financier, c'est qu'il y avait, les spéculateurs se réunissaient dans un café. Le café, le propriétaire s'appelait M. Burst, puis il occupait les chaises. Et puis, éventuellement, le propriétaire du café, il a dit, « Regarde, si vous voulez occuper les chaises, vous nuisez à mon commerce, là. Vous faites juste spéculer ici. » Fait que, il dit, « Je vais vous vendre les chaises. » Fait que chacun achète. Puis, l'expression « acheter une chaise à la bourse » vient de là.
Ouais, la puissance maritime. Mais éventuellement, la puissance maritime va passer d'Amsterdam à Londres. Alors là, c'est ça qui nous intéresse, parce que là, on arrive avec la puissance anglo-saxonne, la puissance maritime. Alors donc, il y a des choses à dire par rapport à ça. Il y a des doctrines géopolitiques qui sont apparues du fait que l'Angleterre, de par sa géographie, avait vocation d'être finalement une puissance maritime, et puis que, comme disait Clausewitz, on a la politique de sa géographie, et là, on va voir quelques penseurs qui nous amènent la doctrine de la puissance maritime. Quels sont ces auteurs qui peuvent nous expliquer, nous faire comprendre qu'est-ce que la puissance maritime et son évolution? Bien, regarde, le premier, c'est Walter Raleigh, tu sais, comme au 17e siècle, qui dit « Qui contrôle la mer, contrôle le commerce. La mer porte le commerce. Quiconque contrôle le commerce mondial, contrôle les richesses du monde et, conséquemment, le monde en soi. » Ça, c'est... Tu vois, ça apparaît clairement, là, OK? Puis, un peu plus tard, ils ont fait une chanson patriotique, le « Britannia rules the wave ». C'est la Grande-Bretagne régit les flots, tu sais, contrôle, tu sais. Pendant que les choses se précisent sur la mer, sur la terre, se règlent beaucoup de choses. Oui, c'est ça, parce que là, de l'autre côté, on a Walter Raleigh qui vient de nous dire, regarde, qui contrôle la mer, contrôle le commerce, etc. On voit que se dessine la puissance maritime, la doctrine. Hein? Et de l'autre côté, en Europe, à la même époque, en 1648, il y a le traité de Westphalie. Alors ça met fin à la guerre de 30 ans, des conflits extrêmement complexes entre différents groupes sur le territoire européen. Et là, ils décident qu'ils vont cadrer ça avec une doctrine qui est le souverainisme. Le souverainisme, c'est que chaque État est souverain, et donc là, s'il allait y avoir des guerres, ça allait être entre les États, puis ça allait être plus simple à gérer. Alors donc, chaque État... Donc là, on a la puissance maritime et la puissance terrestre qui se précisent. Et puis, il va y avoir d'autres penseurs qui vont venir, comme Alfred Mahan, il a écrit un livre, « The Influence of Sea Power Upon History », du 18e siècle. Et là, contrairement à l'école géopolitique allemande, l'école géopolitique anglo-saxonne pense que les mers ont un rôle majeur à jouer en géopolitique. C'est ça que... Et là, après ça, l'Angleterre va monter en puissance, va devenir un empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. Et là, ça nous amène au début du 20e siècle. Et là, il y a un penseur qui est une grande référence pour les Anglais, c'est Mackinder, avec son concept de l'île-monde. Là, lui, il comprend que la puissance maritime va être confrontée avec une puissance terrestre, grosso modo l'Eurasie, qui pourrait être alliée avec l'Europe. Alors, il dit, c'est eux autres qu'il faut contrer puis les empêcher de monter en puissance. Et puis, avec la Première Guerre puis la Deuxième Guerre, ça va favoriser la montée en puissance des États-Unis. Et puis, là, à ce moment-là, la puissance maritime, son centre passe de l'Angleterre vers les États-Unis et en même temps, la monnaie de réserve, l'unité de compte, la livre anglaise cède le pas au dollar US. OK, on comprend ça. Alors donc, aux États-Unis, un autre penseur, lui, Spikeman, lui, il dit, il relance sur Mackinder l'île-monde, puis il dit, pour contenir l'île-monde, le containment, ça vient de lui, OK? Il dit, il faut, il y a ceux qui sont autour, le rim, OK? Le cercle des pays autour, il dit, c'est eux autres qu'il faut
qu'il faut contenir, qu'il faut empêcher que la puissance terrestre puisse sortir plus ou moins de son isolement. OK? Alors donc, on en est là. Et puis, ces doctrines-là sont encore actuelles. On va le voir en s'en allant vers la fin de cette capsule-là. On est en 1945, les États-Unis sont la nouvelle puissance maritime et l'URSS la puissance terrestre. Qu'est-ce qui se passe? Un nouvel ordre mondial? Ben oui, puis surtout que les Américains n'ont pas subi les dommages de la guerre. Ils ont surtout profité de cette guerre-là pour sortir de la grande crise de 29 puis monter en puissance industrielle. Et puis, le dollar, à ce moment-là, devient la référence parce que là, on va l'appuyer sur l'étalon or, et puis jusqu'à 1971. Et là, toutes les institutions qui vont se faire dans l'entente de Bretton Woods, c'est la Banque mondiale, le FMI, le Fonds monétaire international, etc. Ces institutions-là, et puis les institutions financières, tout ça, c'est dans la matrice du dollar. Mais de l'autre côté, il y a sûrement une montée en puissance des États-Unis, mais de l'autre côté, c'est formé un bloc. L'URSS, quand même, a mené la guerre contre l'Allemagne nazie et ils ont gagné beaucoup de territoires et d'influence. Et donc, ils ont formé un bloc, c'est le bloc soviétique. Et là, on voit la puissance maritime et la puissance terrestre qui se confrontent puis qui se gardent quand même dans un certain équilibre. Et puis, il va y avoir surtout un équilibre de la terreur. On l'a vu avec le blocus de Cuba en 1961, là où les puissances nucléaires se confrontaient directement et on était dans un moment de très haute tension. Et puis ça s'est résorbé à partir de chacun des deux a décidé que leur doctrine sur le nucléaire allait être qu'il allait faire juste une riposte, il n'allait jamais attaquer les premiers avec l'arme nucléaire. Bon, ça s'est maintenu de même. Et puis là, on a été dans la grande période de guerre froide jusqu'à ce que la puissance terrestre perde de sa force à partir du moment où l'État, l'URSS, a implosé. C'est la chute du mur de Berlin de 1989. Et là, s'ouvrent les années 90. Et pour la puissance maritime, les perspectives s'ouvrent sur une conquête du monde. Parce que là, on ne voit pas de puissance de l'autre côté qui peut contrer cette volonté-là. Alors, nous, on s'approche tranquillement du Moyen-Orient. Parce que en 1990, c'est là que commencent les attaques au Moyen-Orient des États-Unis en l'Irak. La première phase, parce qu'il y a eu deux agressions contre l'Irak. La première phase. Et puis, ça a amené à des questionnements, à savoir, les États-Unis est en train d'agir contre le cadre de la Charte des Nations unies qui est basé sur le respect des souverainetés des États. Et c'est ce respect-là, c'est dans ce cadre-là que doivent se résoudre les tensions internationales. Mais là, pour en arriver à vendre au monde l'idée qu'il ne fallait plus respecter ce cadre-là, on va arriver avec le fameux droit d'ingérence pour aller protéger les populations contre des dictateurs. Des dictateurs qui tuaient le peuple, qui les martyrisaient, peu importe, on est là. En 1997, c'était... Ils ont beaucoup utilisé Médecins sans frontières pour vendre au monde. Il y avait le président, le docteur Kouchner. Lui, il fallait absolument aller sauver des enfants, des gens qui subissaient la dictature. Bon. Et puis, le monde ne pouvait pas demeurer insensible. Là, on jouait sur les sentiments, sur la morale, etc., pour finalement arriver à faire sauter cette digue de la souveraineté des États comme principe, et puis donc aller attaquer des États qui représentaient absolument aucun risque pour les États-Unis.
et puis plonger des populations, des peuples dans des misères incroyables, ça au nom de vouloir en sauver quelques-uns. Et on a un exemple qui est un témoignage. À un moment donné, Madeleine Albright, qui était, je pense, secrétaire d'État vers le milieu des années 90-97, qui est en interview à CBS, puis là, on se rend compte que l'intervention en Irak, la première des années 90, avec toutes les sanctions économiques, le blocus, c'est une affaire de pirates, hein, de puissance maritime, avait amené la mort de 500 000 enfants. Alors, le journaliste pose la question à Madeleine Albright, est-ce que 500 000 enfants qui meurent, ça en valait la peine, cette intervention-là? Et elle répond que oui. Alors, on va vous donner le lien, vous allez voir. We have heard that 500,000 children have died. I mean, that's more children than died in Hiroshima. And, you know, is the price worth it? I think this is a very hard choice, but we think the price is worth it. Et puis, deuxième phase pour l'attaque en Irak, c'est après le fameux septembre 2001. Il y a celui qui témoigne de ça, parce qu'on ne va pas spéculer et faire des théories du complot. C'est l'ex-général Wesley Clark. Il dit, après 2001, il était à Washington. Aujourd'hui, il était à cette époque-là, il était en fonction. Ils ont fait venir, puis ils ont donné une liste, ils ont dit, voici. Il dit, au Moyen-Orient, on a 7 pays à attaquer dans les 5 prochaines années. Donc, on a la Libye, naturellement, la Syrie, et puis l'Irak, et puis en dernier, très important, l'Iran. OK? Alors, tu vois qu'il y a une marche de l'empire du chaos qui commence au Moyen-Orient à partir du moment où la puissance terrestre vient de disparaître comme contrepoids, là. So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, are we still going to war with Iraq? And he said, oh, it's worse than that. He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, and he said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, this is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq, and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. OK? Alors, donc, c'est ça. Et puis, l'autre étape, c'est en 2011. Là, ils sont dans le programme d'attaquer ces pays-là. Donc, là, ça va être la Syrie, puis c'est le Yémen en 2014-2015, etc. Donc, on voit que la puissance maritime, à ce moment-là, est dans une proposition, sa doctrine, c'est le globalisme, et que c'est, en dernier, à partir de l'Iran, là, tu es aux frontières de la Chine puis de la Russie, et donc, ces 2 pays-là vont comprendre que, ultimement, ils sont visés par le globalisme. Juste faire une nuance pour expliquer rapidement que le globalisme, la mondialisation néolibérale puis la mondialisation, c'est des choses différentes. La mondialisation découle du fait que les moyens de communication, les voies de commercialisation sont développées, et puis donc ça mène à la mondialisation. C'est une donnée des moyens de communication. Le deuxième, c'est la mondialisation néolibérale qui vient avec fin des années 70-80, là où ce que les entreprises transnationales américaines, ils veulent qu'on abatte les frontières, les barrières tarifaires, des réglementations, etc., pour s'en aller sur la conquête du monde, le capital à la conquête du monde. Mais dans le globalisme, c'est une volonté de dominer complètement la planète. Et puis, à partir de tous les spectres, le full dominance spectrum, OK, qui fait partie de la doctrine des États-Unis, full dominance spectrum, c'est le mot d'ordre qui apparaît
aux années 90 parce que là, ils n'ont plus de puissance terrestre, l'URSS devant eux pour les contrer. Voilà, c'est la full dominant spectrum. Et puis, ça commence par le militaire qui tient tous les autres spectres comme l'économie, la culture, les communications, etc. Alors donc, c'est ça. Et là, on s'approche tranquillement de l'Iran. Pendant ce temps-là, la puissance terrestre va se refaire, puis la Russie va même intervenir en Syrie. Ça va avoir un impact sur la théorie, la doctrine Full Dominant Spectrum des États-Unis. Ça va être bloqué. Qu'est-ce qui va arriver? Bien, là, on là, se retrouve sur la ligne de fracture, c'est ça? Oui, exactement ça. On est sur la ligne de fracture parce que là se précise la confrontation entre la puissance maritime et la puissance terrestre. Alors donc là, on est dans la haute tension, là. Et puis, il faut comprendre que la motivation, pourquoi l'Empire marche au Moyen-Orient comme ça, c'est l'empire du chaos, finalement, OK? C'est le chaos derrière eux, hein? C'est plus qu'1 million de morts, c'est des millions de personnes qui sont jetées sur les routes, c'est des États qui sont déstructurés, etc. Et pourquoi? Pourquoi? Alors donc, là, on voit que les alliances se précisent, et puis, il y a deux motivations pour l'Empire, deux motivations qui justifie, en tout cas, qui explique cette marche-là. La première, c'est que le statut du dollar comme monnaie de réserve qui permet aux États-Unis de se financer parce qu'ils peuvent en émettre pratiquement à l'infini, là. Et ça tient au fait qu'il y a un moment où le dollar il était appuyé sur l'or jusqu'en 1971. Après ça, ils n'ont pas pu, livrer de l'or 35 $ pour une once d'or. Ça devenait impossible. Donc, ils ont transféré l'appui sur le pétrole. Alors, avec en particulier l'Arabie saoudite, où les ententes étaient à l'effet que si tu veux acheter du pétrole sur la planète, il faut que tu passes par le dollar US. Donc, ça crée la demande. Ils peuvent en émettre et financer leur projection de puissance. Hein. C'est ça. Alors, ça, c'est la première raison, c'est que la géopolitique de l'énergie, c'est que les pays d'Eurasie, l'URSS, la Chine, eux, c'est une puissance énergétique, mais il y a des réserves au Moyen-Orient. Et donc, si ça tomberait sous l'influence de l'Eurasie, alors on comprend que le collatéral, sur quoi s'appuie le dollar, tomberait. Parce que là, il y a un paquet de monde qui serait obligé de passer par d'autres monnaies pour transiger le pétrole. C'est aussi simple que ça. C'est la première raison. Le dollar, c'est l'instrument de puissance numéro 1 des États-Unis. C'est par la matrice dollar qu'ils peuvent soumettre des pays à des sanctions, etc. Donc, c'est un instrument de puissance, OK? Et la deuxième raison pourquoi l'axe qui est lié à l'Eurasie, on peut dire l'Iran, l'Irak en partie, la Syrie sûrement, et le Liban en partie, cet axe-là, c'est aussi un axe qui résiste à l'autre motivation, c'est la doctrine d'État de l'Israël, qui est le sionisme, qui est de se doter d'un État, mais avec quel territoire? Et le territoire en question, c'est un grand Sion. Et donc, ça suppose qu'on va balayer les Palestiniens et qu'on va ramasser des morceaux autour. Et ça va faire qu'il va y avoir des pays qui vont se solidariser, les pays arabes, avec la cause palestinienne et qui vont vouloir créer une résistance à ça. Donc, on a l'axe de résistance qui correspond, les mêmes pays, l'axe de résistance, à l'axe de la géoénergie, là. Okay? La géopolitique de l'énergie. Alors, on a les deux raisons pour lesquelles les États-Unis doivent absolument
garder une forte présence militaire dans cette région-là. Et donc, on s'approche tranquillement vers l'Iran. Et là, c'est vraiment le point de bascule parce que l'Iran, derrière l'axe de résistance, c'est comme le point arrière, avec des capacités militaires qui ont évolué et qui font que, à une certaine époque, l'Israël pouvait parfaitement défendre et dominer et puis imposer sa doctrine d'État, le sionisme, et que là, les rapports de force ont évolué, et puis avec l'Iran, qui a développé des capacités balistiques, et avec la Russie qui est venue s'interposer en Syrie, et puis qui est là, est en train de refaire la souveraineté de l'État syrien. Alors, on voit comment ça évolue. Et puis, un des personnages, parce qu'on arrive à cet événement-là qui était très grave, hein, qui aurait pu mener à un conflit majeur. Parce que là, ce qu'on a en Moyen-Orient, c'est un conflit de basse intensité, mais à tout moment, il peut arriver que des flamèches arrivent puis qu'on passe à un conflit régional de très haute intensité et puis là, qui embrase la région et qui va avoir un effet parce que on peut comprendre que le pétrole au Moyen-Orient, il y a 20 du pétrole de la consommation mondiale qui passe par le détroit d'Ormuz, qui est juste en face de l'Iran. Et donc, l'Iran a les capacités de bloquer ça, le détroit d'Ormuz, ce qui mènerait à une hausse du prix du pétrole, une inflation et une crise mondiale. Et on l'a déjà vu à la fin des années 70, une montée soudaine et significative des prix du pétrole qui a mené à une montée de l'inflation et la fameuse crise de 1980 s'explique juste par ça. Alors donc, c'est ça, on est là. OK? On a ces deux axes-là. Maintenant, la puissance terrestre qui s'oppose à la marche de l'Empire qui est portée par la puissance maritime anglo-saxonne, est en train de, sur le statut du dollar, il y a une montée en puissance de la Chine comme puissance économique. Il y a eu une montée aussi de la Russie en tant que puissance militaire, à tel point qu'ils sont en avant des Américains avec les armes, entre autres les missiles hypersoniques avant-garde et puis le système de défense antiaérien, les S-400. Les S-400 qui répondent à la full dominance spectrum avec la full défense spectrum. OK? Alors donc, on voit que ça évolue et l'Empire américain décline et puis l'Empire de l'Eurasie, la puissance terrestre, monte en puissance. Alors, on est dans le piège de Thucydide. Quand ça arrive, est-ce que ça mène à la guerre? Et on est très, très proche. OK? On est très proche. C'est pour ça que ce qu'on explique ici, parce que ça va nous toucher. Ça va nous toucher. Ça nous a touché déjà parce que avec l'assassinat du général Soleimani, immédiatement, dans le brouillard de la guerre, il y a eu un avion qui a été abattu, puis il y a 57 Canadiens qui sont morts. C'est des dommages collatéraux de ça. Donc, ça nous touche. On a intérêt à comprendre ce qui se passe là. Et là, la seule façon de le comprendre, c'est par la géographie. La géographie qui porte les phénomènes politiques, donc la géopolitique, et c'est ce qu'on fait là. Moi, j'aimerais ça que tu reparles du retour sur la route de la soie. Oui, bon, parce que on voit qu'il y a une puissance qui décline. On va y venir un petit peu plus tard là, pour expliquer ce qui se passe aux États-Unis, puis l'arrivée de Trump sur la scène politique, ce que ça signifie. Encore là, terre et mer, mais la Chine est en train de déployer le retour de la route de la soie
OK? On se souvient de l'amiral Wang Yi, qui avait sa flotte, etc., puis qui ont décidé de la brûler puis se refermer. Mais là, ils sortent 5 siècles plus tard. Et puis, cette route de la soie-là, la nouvelle route de la soie, en anglais, c'est Belt and Road Initiative, BRI. OK? Vous pouvez faire des recherches là-dessus, c'est très important. Vous allez voir l'ampleur que ça a. C'est des milliers de milliards d'investissements dans des infrastructures à la fois terrestres et maritimes. Et puis, la capacité de ramifier à peu près 60 de la population terrestre et des pays en développement. Je vous souligne que vous pourriez vous intéresser à la présence de la Chine en Afrique pour voir. Ils ont des centaines de milliards d'investis là en infrastructure. Il y a plus qu'1 million de Chinois en Chine présentement. Et puis, ils sont en train de, petit à petit, tasser les puissances, les ex-puissances coloniales, là. Okay? Alors, on voit qu'ils sortent du containment, et puis, l'Iran, c'est ce point de bascule-là, c'est un pays clé dans le containment de Spikeman dont on parlait un peu plus tôt, là. Okay? On est toujours sur les mêmes lectures géopolitiques de puissance maritime versus puissance terrestre. Et puis, dans la montée en puissance économique de l'Eurasie, il y a, avec la Russie, une entente pour se débarrasser du dollar US avec son statut de monnaie de réserve. Ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme. Ça, c'est probablement l'ultime point de bascule tourne autour de cette question-là. Et pour contrer le globalisme, ils vont s'appuyer sur la doctrine souverainiste? Ben oui, parce que eux, puis surtout, c'est très, très clair avec Poutine. Très, très clair. Parce que Poutine, lui, c'est Make Russia Great Again. Lui, c'est vrai. Il se fait un bon moment qu'il est sur le cas. Et puis, pour lui, il n'y a pas de volonté d'être une puissance impériale parce que ça ne s'accorde pas tout à fait. Mais avec l'appui de la Chine, et puis là, lui, ce qu'ils veulent, eux autres, comme proposition à faire aux États, c'est de dire on est là pour être les garanties du respect de votre souveraineté. C'est le cas en Syrie, c'est le cas en Irak, entre autres en Irak, présentement. Dernièrement, le premier ministre Mahdi a eu des échanges avec les Américains pour reconstruire, refaire l'assise de l'État avec les infrastructures, etc. Et puis les Américains, ils ont dit, oui, mais il faut que tu nous donnes la moitié de ton pétrole. Et puis, il s'est tourné de bord. Il a fait une rencontre avec la Chine. Et là, la Chine est arrivée, puis il dit, regarde, on va déplier de l'argent, une première tranche de 10 milliards. En contrepartie, tu nous livres du pétrole. Et donc, cette entente-là, c'est ce qui explique tous les troubles qu'ils ont eus à Bagdad. Et puis, parce que les Américains ils ont activé le fameux logiciel de la révolution de couleur, tu comprends? Et puis, parce que là, les Américains ne peuvent pas accepter que l'Irak se tourne complètement vers la Chine. C'est aussi une trajectoire de la route de la soie terrestre. Hein, ça va? Et puis, là, l'Irak, suite à l'assassinat du général Soleimani, sont en pourparlers avec la Russie pour obtenir les fameux S-400, défense aérienne. Et puis, là, c'est une autre impossibilité parce que les Américains ne peuvent pas, ils ne peuvent pas se retirer de là et permettre
à l'Irak d'avoir une couverture aérienne telle que eux, leur aviation, tout ça, ne pourrait pas dominer le ciel. Donc, le S-400, c'est l'instrument, mettons, militaire de la souveraineté, alors que l'entente avec la Chine, c'est l'instrument économique financier de la souveraineté de l'Irak. C'est ça l'affaire. OK? On peut aussi parler de Poutine concernant sa doctrine souverainiste, puis sa lecture du politique, puis comment il aborde ça concernant la Turquie. La Turquie qui a acquis les S-400. Et comment ça s'est arrivé? C'est qu'à un moment donné, la Turquie, c'était le pays clé, c'est un pays membre de l'OTAN. Il y a la plus grande base de l'OTAN dans cette région-là est en Turquie, Incirlik. Et puis, la Turquie, c'était membre de la coalition pour le projet de faire tomber les pays là, okay, qui étaient dans l'axe de résistance. Ils étaient donc très alliés avec les Américains. Ils ont même tiré sur un chasseur russe à un moment donné. Sauf que les États-Unis, ils n'aimaient pas Erdogan, puis ils ont décidé qu'ils organisaient un coup d'État contre Erdogan. Ce coup d'État-là, le service de renseignement russe l'a très bien lu et a avisé Erdogan, qui, lui, était visé physiquement. Il était pour le tuer. OK? Et donc, là, à partir de là, la Russie, sa méthode à Poutine, c'est avoir un ennemi, l'amener à l'étape de le neutraliser et ensuite en faire un allié. OK? Alors donc, il était dans ce processus-là. Et avec le S-400, il en fait un allié de Erdogan, de la Turquie, sauf que c'est un allié qu'il faut que tu surveilles, parce qu'il n'est pas fiable. OK? C'est juste pour dire tout ce qui se joue là, tranquillement, le rapport de force s'en va du côté de l'Eurasie. Et puis, il y a un moment donné où on arrive au point de bascule. Et là, en 2020, la décennie qui s'ouvre, elle s'ouvre sur tous les dangers de ce point de bascule-là, d'un monde qui passe du contrôle occidental à l'Eurasie. Alors, c'est périlleux, là, et puis, comme il y a le statut du dollar et l'existence de l'Israël dans balance qui jouent sur le territoire au Moyen-Orient, on comprend que ça ne va pas se résorber facilement. Tu dis que l'Empire anglo-saxon, les États-Unis, entre autres, comme puissance maritime, comme empire du chaos, est en déclin. Et que vient faire l'élection de Trump dans tout ça? Bon, d'abord, il y a eu, tu sais, ce qui explique le déclin de l'Empire américain. Grosso modo, c'est quand ils ont pris comme doctrine économique le néolibéralisme, la mondialisation néolibérale, et puis la financiarisation de l'économie. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont déplacé la base manufacturière vers des pays où le coût de main-d'œuvre était beaucoup moins cher, OK, pour gagner des profits. Tu sais, ça, c'est une logique de business, là. Mais c'est pas une logique mettons, d'intérêt d'État. OK? Ce qui se révèle avec le temps, c'est que ces jobs payantes-là, tout ça, cette base-là, ça a fait mal aux États-Unis et c'est compensé par une financiarisation de l'économie. C'est la dette. La dette, pour $1 de produit national brut aux États-Unis, ça prend $4 de dette. Tu sais, fait que, ils sont sur une montagne de dette. Fait que, il y a là quelque chose d'inquiétant. Là, ils ont emmené le taux d'intérêt à zéro. L'argent est gratis. Et ça a comme conséquence, c'est que ceux qui ont des actifs, des capacités d'emprunt, eux autres s'enrichissent parce que le taux d'intérêt bas fait qu'il y a une inflation de la valeur des actifs. C'est mécanique. OK? Pendant ce temps-là, ceux qui sont dans qui étaient les salariés, qui pouvaient se payer une voiture, une maison, tout ça. Il y a des salariés aux États-Unis qui, maintenant, ils dorment dans leurs autos. Là. Tu comprends? Eux autres, ils ne se sont pas enrichis. Fait qu'il y a un écart, là. Cet écart-là, c'est grave, là.
comme conséquence pour une dislocation d'une nation. Donc, ça, il y a un paquet d'autres facteurs là, qui expliquent ça. Et il arrive, dans ce contexte-là, arrive Trump, le candidat Trump, un outsider qui... OK? Et là, lui, il est dans un État où l'État américain, tu sais, la Constitution américaine, c'est la première ligne, c'est « we the people ». Mais avec le temps, la puissance de l'argent a fait que c'est « we the lobby » qui contrôle Washington, le pouvoir. Et donc, le « we the people », regarde, c'est des déplorables, là. OK? Et donc, ces réseaux-là, c'est l'État permanent, OK? Comme la puissance, le complexe militaro-industriel. Eux autres, ils veulent, pour influencer la politique extérieure, là, les autres, le pain et le beurre, c'est la guerre. Hein? Tu comprends? Et là, Trump arrive dans ce contexte-là. Les politiciens aux États-Unis, suite à une décision de la Cour suprême, OK, tu peux, le capital, l'entreprise, la corporation a des droits démocratiques. Normalement, les droits démocratiques appartiennent aux citoyens. Le reste, c'est une corporation, une business, peu importe, le capital n'a pas de droits démocratiques, il y a des capacités d'influence. Mais là, sa capacité d'influence fait qu'il n'y a pas de limite à ce que le capital peut se payer comme politicien. C'est une business a été élue aux États-Unis. Ça te rend multimillionnaire, OK? C'est ça. Fait que ces réseaux-là, ils ont des intérêts et c'est eux autres qui orientent la politique américaine. Et là-dedans, on peut comprendre que tu es dans la corruption légalisée. OK? Et donc, c'est dans ce contexte-là que Trump arrive, l'outsider. Tu sais? Et puis, il va faire sa campagne, puis je vais vous dire, gars, durant sa campagne, il fait un discours à West Palm Beach. C'est une déclaration de guerre contre toute cette réalité-là à Washington, les corrompus. Il les traite de criminels et il dit, je vous dis deux lignes, OK? Il les traite de criminels, toute cette gang-là. Il dit au peuple, c'est votre dernière chance de reprendre le contrôle de votre État. Sinon, les oligarques, OK, vous allez être dans une dictature d'oligarques. C'est déjà le cas, mais regarde. This is a struggle for the survival of our nation, believe me. And this will be our last chance to save it on November 8th. Remember that. This election will determine whether we're a free nation or whether we have only the illusion of democracy, but are in fact controlled by a small handful of global special interests rigging the system, and our system is rigged. They will attack you. They will slander you. They will seek to destroy your career and your family. They will seek to destroy everything about you, including your reputation. They will lie, 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 and then again, they will do worse than that. They will do whatever's necessary. The Clintons are criminals. Remember that. They're criminals. Fait que ça, c'est sa déclaration. C'est une déclaration à la Fidel Castro, ça. T'sais? Et puis, il ajoute, il dit, la guerre en Irak, ça s'est fait sous des mensonges, etc. On n'a pas d'affaires là. On a perdu 5000 soldats, des milliers de blessés. Tu comprends-tu? Ça nous a coûté des milliers de milliards, tout ça, pour arriver où? On va ramener les boys. On va ramener nos troupes. On va les sortir du Moyen-Orient. Tu comprends que, à partir de ce que j'ai dit, OK, ce que j'ai dit tantôt, ils ne peuvent pas sortir les troupes du Moyen-Orient pour les deux motivations que je t'ai dit, protéger le statut du dollar et protéger l'Israël contre les forces qui lui sont hostiles autour, qui viendraient là se renforcer direct à leurs frontières de l'Israël. OK? Bon, ces deux éléments-là. Alors donc,
la raison pour laquelle Trump, là, on comprend que les États-Unis, quand que je fais cette description-là, on a affaire à un État zombie, habité par des esprits malais. Tu sais? On peut dire au sens biblique du terme. Tu sais? Et Trump, il se dresse contre ça. Du moins, dans sa campagne électorale. Hein? Du moins, c'est sa promesse. Et là, il va être élu, et il va être élu par quoi exactement? Tu prends les États-Unis, il est élu par le centre, par la terre, alors que les forces électorales qui s'opposent le plus à lui, c'est des interfaces maritimes, tu sais? Los Angeles, New York. Tu comprends? Alors, ceux qui étaient au pouvoir, qui avaient leur réseau dans les institutions, la CIA, service de renseignement, le FBI, etc., les institutions de l'État étaient incrustées par les réseaux qui tournent autour d'Obama, les Clinton, OK? Et ce gars-là, quand il apparaît, puis on voit que de plus en plus, sa stratégie, c'est la transgression dans les communications. Et donc, il s'accapare les médias. Les médias pensent que c'est terrible que ce qu'il vient de dire, on va pouvoir le descendre avec ça, mais il en rajoute continuellement. Mais ce que les médias ne comprennent pas, c'est sa stratégie de communication. Il parle aux déplorables. Et c'est les déplorables, la Terre, qui va élire Trump. Trump, c'est un politicien, c'est un président qui arrive dans une puissance maritime planétaire avec une doctrine souverainiste. « Make America Great Again ». Et c'est pourquoi ces réseaux-là de l'État permanent ont monté des opérations pour s'en débarrasser. Et ces opérations-là, clairement, le Russia Gate, puis ensuite le Ukraine Gate, OK, ce sont des tentatives de coup d'État. Et maintenant, on est rendu au Sénat avec ça. Maintenant, juste pour terminer là-dessus, c'est que au Sénat, l'histoire en Ukraine concernant l'ex-vice-président Joe Biden, son fils, la compagnie Burisma, etc. Ce qui s'est passé là, et c'est documenté par l'avocat de Trump, M. Giuliani, et c'est que l'aide américaine était envoyée et il y avait une partie qui était détournée et qui revenait dans la poche des politiciens américains. Alors, j'ai entendu dernièrement dire Steve Bannon, puis là, Giuliani a tous les éléments de ça, les témoins sont là-bas, les papiers, etc. Steve Bannon, il dit, le procès au Sénat, les républicains sont majoritaires, il dit, ça va être le procès du siècle. Parce que Steve Bannon pense que le Sénat va permettre aux témoins Giuliani et les autres témoins de l'Ukraine de venir et d'être entendus pour montrer l'étendue de cette corruption-là. Le problème, c'est que c'est une corruption qui ne concerne pas juste les démocrates, ça concerne les républicains. Entre autres, Leslie Graham, qui est mis en cause. Leslie Graham, qui est au picossé derrière le dos de Trump. Okay? Et là, le procès du siècle que Bannon nous annonce, d'après moi, n'aura pas lieu. Pourquoi? Parce que si on est dans une guerre civile à l'intérieur des institutions aux États-Unis, hein, ça n'aide pas au déclin, là. Okay? Et là, ce que le public verrait s'il y avait tous ces témoignages-là, c'est tout simplement le degré de corruption de cet État-là. Tu comprends? Et ça, comme nuisance à la crédibilité de l'État américain sur la planète, là, c'est comme une fatalité, là. Donc, ça ne peut pas avoir lieu. Et le fait que Trump
soit dans une posture plus ou moins souverainiste. Regarde, les forces de la puissance maritime qui contrôlent les réseaux de puissance, d'intérêt, qui contrôlent Washington, ne le laisseront jamais remplir ce qui était son slogan « Make America Great Again ». Alors, qu'est-ce qui va advenir avec Trump? Puis les États-Unis. Puis les États-Unis. Bien, ce qui arrive, c'est qu'on on constate qu'il y a une puissance maritime qui est présidée par quelqu'un qui a une doctrine souverainiste. Il y a une contradiction là. Et ceux qui pensent que Trump va réussir à imposer une doctrine souverainiste à cette puissance maritime-là, qui est planétaire, bien, ils ignorent le fait que les réseaux d'intérêts qui contrôlent Washington vont recadrer ce président-là ou vont l'éjecter. Et puis voilà. Et puis pendant ce temps-là, bon, ben, l'Eurasie, la puissance terrestre continue à monter, puis accumule ses avantages. Donc, conclusion. Alors, les États-Unis sont dans une vulnérabilité. On le voit par les menaces qu'ils font à leurs propres alliés économiques pour se soumettre à leur politique. Alors, on n'est plus dans le soft power, là, on est dans la menace directe. Et puis, d'où vient cette vulnérabilité-là? Ça vient des choix qui ont été faits dans les 40 dernières années. C'est-à-dire que les Américains, dans la doctrine de Mackinder puis de Spikeman, l'île monde. Eux autres, les Américains, aux années 70, il y avait Kissinger, il y avait Brzezinski. Eux autres, ils ont dit « il ne faut pas que la Russie et la Chine s'unissent ensemble ». Alors, l'idée, c'était d'ouvrir à la Chine et mettre la pression sur la Russie. Et éventuellement, ça va réussir parce que l'URSS va imploser. Mais la Chine, elle, s'ouvre sur le commerce. Et donc, elle passe à marche sur une croissance économique et éventuellement, elle devient l'atelier du monde. Et puis, elle accumule de la richesse. Et puis, avec le temps, pendant ce temps-là, les États-Unis, eux autres, sont dans la financiarisation de l'économie. Leur base manufacturière s'en va. Et puis là, c'est la financiarisation puis la dette qui nourrit l'illusion de la richesse. OK? Alors donc, ça, éventuellement, ça mène à une vulnérabilité parce que ces dettes-là s'accumulent. Ça, ils pouvaient le faire, émettre du dollar parce qu'il y avait le statut de monnaie de réserve. On comprend l'importance de garder ce statut-là parce que là où ils sont rendus, ils sont d'une très grande vulnérabilité, ils croulent sous les dettes de partout. Et puis, présentement, c'est la Federal Reserve qui achète la dette américaine. Puis qui achètent aussi des dettes et qui émettent des liquidités pour les institutions financières. OK? C'est les repos. Alors, donc, eux autres, ils se sont mis, avec le temps, dans une situation de vulnérabilité à cause de ça. Les Chinois, eux autres, ils ont monté parce qu'eux autres, ils étaient dans l'économie réelle et non virtuelle. Et donc, petit à petit, ils sont venus à sortir du containment au point de vue des transactions économiques. Et puis aujourd'hui, c'est incroyable, là, le déploiement des 40 dernières années, c'est qu'ils sont présentement les principaux partenaires dans 128 pays, partenaires économiques dans 128 pays sur 190. Et en plus, ils sont dans le grand projet de le retour de la route de la soie. On est sur les thèmes de départ. Alors, le retour de la route de la soie, c'est qu'ils vont investir des milliers de milliards sur les infrastructures de commerce, des voies de commercialisation, à la fois terrestres et maritimes. Alors là, on voit la synthèse de la terre et de la mer, là. Et puis, c'est un levier géoéconomique tellement puissant que comment le parer? C'est inévitable qu'il va y avoir un point de bascule. Et ce point de bascule-là tourne autour de l'Iran parce que c'est dans le rim, dans le cercle du containment. Et puis, donc, les Chinois, ils ont prévu des investissements de, tenez-vous bien, 400 milliards en Iran. 400 milliards. Ça veut dire ça,
à partir de 5, 6, 7 ans, ils pourraient transformer complètement l'Iran puis le mettre dans le 21e siècle. Et puis là, ils continueraient leur marche parce qu'ils ont aussi une entente avec l'Irak et la Syrie. Alors, ça change tout, là. C'est évident que les Américains ne peuvent pas laisser faire ça. Alors donc, on est dans un contexte de puissance déclinante, puissance montante, et dans ce contexte-là, on revient avec le piège de Thucydide. Dans ce contexte-là, il y a risque de guerre, et il y a un chercheur qui a fait une étude sur les 500 dernières années. Il y a 16 cas où cette situation-là se présente, et dans 12 cas, ça mène à la guerre. Alors donc, les conditions objectives pour un conflit sont réunies. Et celui qui le comprend, puis qui le comprend très bien, c'est Poutine. Et dernièrement, il était en Israël et il a fait dans un discours une proposition pour que les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies, ceux qui ont le droit de veto, c'est-à-dire l'Angleterre, les États-Unis, la France, la Russie et la Chine, se réunissent pour sauver la paix. Parce que pour Poutine, cette dynamique-là mène à la guerre, c'est inévitable. Alors donc, on est dans cette situation-là et ce qui va se dérouler va nous rejoindre tous. Et donc, on a tous intérêt à comprendre ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'on fait cette petite contribution-là ici, à partir de la géopolitique, la géographie comme déterminant de la politique, et puis à partir des concepts de puissance maritime, puissance terrestre, là où est-ce qu'on peut comprendre un peu ce qui se passe. OK? Et donc, la conclusion de ça, c'est que le risque est réel qu'on ait un conflit majeur, un conflit de haute intensité possiblement qui pourrait se limiter à la région du Moyen-Orient, mais qui impliquerait des puissances nucléaires. Et là, vous allez voir que s'il y a un conflit majeur au Moyen-Orient, l'arme nucléaire va être évoquée. Et donc, on est dans l'année 2020 s'ouvre sur une décennie de tous les dangers. Et puis bon, c'est ce qu'on voulait éclairer les gens là-dessus, parce que les médias, quand ils parlent soit de la Chine, la route de la soie, etc., ou de la Russie, ils ne vont pas objectiver la situation, la vérité de situation, c'est-à-dire, regarde, qu'est-ce qui se joue réellement, mais ils vont être dans la morale, etc. Ils sont dans la cause juste de la puissance maritime. Ils sont complètement avalés par ça, nos médias, et puis ce qui nous empêche d'avoir une intelligence sur une situation qui est très grave. Merci, Jean-Claude.